Alors David, je disais que tu avais été stagiaire chez Region Job, tu es parti, tu es revenu. Tu peux nous raconter un peu ton parcours de vie? Alors, donc on n'est pas là pour parler de moi, mais juste très rapidement, oui, j'ai rejoint à l'époque West Job, donc c'était en 2000, j'ai fait mon stage de fin d'études avec, dans l'appartement d'un des trois cofondateurs, en face d'un aquarium, et il reste une des cofondatrices également qui est dans la salle, je crois, Gonel. Et puis je suis parti travailler à Paris, je suis revenu pendant 2 ans faire du bizdev. Je suis parti vivre à La Réunion pour voir ce que c'était que de vivre sur une île. Je suis revenu à nouveau, j'ai créé une entreprise, je l'ai revendue. Et donc je suis revenu chez Region Job à l'époque en 2010, à la fois d'abord pour faire du bizdev et puis ensuite de l'intrapreneuriat au sein de l'entreprise. Et maintenant je m'occupe effectivement de M&A et puis également des aspects communication. Très bien. Et donc du coup, là, tu as vécu à peu près toute l'aventure depuis tout petit jusqu'à la très belle story d'aujourd'hui. Tu pourrais nous faire un petit résumé là, de ce qui s'est passé chez Region Job dans cette période-là? Oui, alors on va surtout parler de l'avenir, mais sur l'histoire, effectivement, c'est une société qui s'est créée donc en 2000, qui est à Rennes, qui continue à être à Rennes, donc le siège de la société est à Rennes, avec toute l'équipe technique notamment. Avec une première phase qui est d'abord s'implanter sur l'ensemble du territoire avec une plateforme qui s'appelle Région Job, et puis aussi conquérir Paris avec une plateforme qui s'appelle Paris Job. Une seconde phase où on a lancé des dispositifs à destination des cadres qui s'appelle Cadréo, avec un média qui s'appelle le blog du modérateur également. Et dans cette période-là, et on en parlera peut-être tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner que le Telegram est entré au capital de la société au tout début des années 2000. Donc très très tôt, ils ont pris une participation majoritaire. Et il y a eu une seconde phase de développement, donc là au tout début des années 2010, avec notamment l'émergence des usages mobiles. Donc nous sommes passés d'une société qui était vraiment un média, avec des concurrents qui étaient internationaux. Il s'agissait de communiquer très très fort pour dire à tout le monde venez chez moi, à une diversification à la fois sur le mobile et puis dans un second temps avec l'arrivée et les traitements de la data, et donc le fait de devenir une boîte tech. Et donc on a investi très très tôt là-dessus. Donc l'équipe technique chez nous, c'est plus de une centaine de personnes et une équipe qui traite les sujets de la data, notamment une vingtaine de personnes, à la fois sur les sujets d'architecture et puis comment nos algorithmes vont mieux mettre en relation des candidats et des recruteurs sur des très gros volumes. Donc ça, on investit très très fortement là-dessus, ce qui nous a permis de continuer à progresser, à prendre des parts de marché face à des acteurs qui sont majoritairement soit de très puissants acteurs français, soit de très gros américains avec les poches très très profondes. Et avec toujours pour nous un principe qui est de se dire on ne s'adresse pas à tous les actifs de la même façon. Donc là où les Américains arrivent avec une solution pour le monde entier, nous on est persuadé qu'en gros chacun, enfin pas chacun, mais en tout cas les communautés ont des attentes spécifiques. Donc on ne s'adresse pas à tous les professionnels de la même façon. Et jusqu'à maintenant ça nous a plutôt réussi. Alors, j'ai noté deux, trois chiffres, hein, 300 salariés, 44 millions de chiffre d'affaires. C'est le premier site d'emploi, du coup, en France aujourd'hui. Français, premier site français, oui. Du coup, là, vous êtes passé d'une start-up à une société plus structurée de 300 personnes. Comment on garde la dynamique de la start-up? Ça n'est plus une start-up puisqu'elle est rentable. Et comment on garde l'état d'esprit de la start-up? Alors, effectivement, c'est un vrai sujet. Donc, comment on garde cette dynamique, cet état d'esprit, cette fraîcheur? On essaie de la garder parfois par des petits outils qui sont assez simples. On a un dispositif qui s'appelle par exemple C'est dans l'air, qui est notre cher DRH qui l'a mis en place, et en gros, qui est un outil qui permet à tous les collaborateurs de façon anonyme de poser une question, et puis aux autres collaborateurs de liker cette question, anonymement également. Et tous les mois, Jérôme, qui est le président et le cofondateur, et François qui est le DG, s'engagent à répondre à toutes ces questions. Donc ça permet de traiter ces questions qui sont dans l'air, et d'éviter que les collaborateurs se focalisent sur des sujets qui n'en sont pas vraiment. Donc voilà, on essaie de garder un maximum de transparence dans l'organisation. Et puis quand les années sont bonnes, comme l'année dernière, bon, on emmène tout le monde à Marrakech pendant 3 jours, donc 250 personnes dans 2 avions, et ça crée du lien, voilà, ça crée du rapprochement. Et alors, on est en Bretagne, donc la boîte a été créée à Rennes, basée à Rennes, elle est restée à Rennes. C'est un handicap, c'est un avantage? Alors, c'est un handicap pour nous parce qu'on passe nos week-ends en Bretagne et on préfère les passer en Bretagne plutôt que de les passer à Paris, clairement. Et ça ne nous empêche pas d'être à Paris toutes les semaines ou d'être ailleurs, puisqu'on a des bureaux dans toute la France. Et ça, c'est pour nous. Ensuite, derrière, si on pense par exemple au niveau du recrutement,
Clairement, on est persuadé que c'est un avantage. C'est-à-dire qu'on voit les difficultés, on parle notamment de la population de développeurs, mais également sur les BizDev à Paris. C'est extrêmement compliqué parce que tout le monde veut les mêmes, au même endroit. Enfin, je me rappelle d'un cabinet de chasse qui me disait à Paris qu'en gros, il avait des développeurs qui lui disaient « moi je suis mobile sur le 1, 2, 3 ». Mais 1, 2, 3, on parle de quoi? C'est les arrondissements, quoi. Donc, on voit le niveau de tension où on est rendu, et là où nous on a autre chose à proposer, c'est-à-dire c'est un peu bateau, mais c'est une réalité, l'équilibre vie pro vie perso, et on a un turnover qui est quand même bien moins important que ce qui peut être observé à Paris. Et je me souviens d'une histoire que me racontait Mathieu de Klaxoon lorsqu'ils sont arrivés aux US, où ils sont d'abord implantés à New York. Et ils étaient confrontés à la même difficulté, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une sursollicitation de tout le monde et donc beaucoup finalement de collaborateurs qui sont un peu en mode opportuniste. Et ben, ils font le même pas de côté qu'ils l'ont fait en France, et donc ils vont se mettre à 150 bornes ou à 200 bornes de New York. Donc on est un peu dans cet environnement-là, et on voit que c'est une tendance même assez lourde de la part de pas mal de boîtes tech de délocaliser une partie de leurs équipes un petit peu ailleurs, et c'est mieux pour tout le monde. Enfin, voilà. Une question, là le sujet c'est Hello Work. Pourquoi ce changement de nom par rapport à Région de Job? Donc ça c'est l'année dernière où Région de Job, en fait le recrutement en région représente maintenant moins de 50% de notre activité. Donc on se retrouvait avec un traitement notamment médiatique qui était ah oui non mais vous êtes super bon pour le recrutement à Brest, mais sauf que la réalité de notre business était quand même bien au-delà, et on a été très bon à Paris aussi. Et puis c'est le fait de porter une ambition qui soit internationale. Donc on a changé de nom. Après on s'est dit que changer de nom c'est bien. Mais ça ne suffit pas, et que pour maintenir cette dynamique de croissance-là, on y a associé une enveloppe d'investissement de 30 millions d'euros. 30 millions d'euros qui sont issus, alors c'est pas une levée de fonds, hein, c'est issu de nos fonds propres, avec également un abondement de notre actionnaire, donc le groupe Telegram, de façon à investir par opération de croissance externe. C'est-à-dire qu'on continue d'investir en interne, à la fois sur des recrutements et des technologies, et puis également en externe pour nous renforcer sur des pans d'activité ou des secteurs sur lesquels on est moins présent. Et l'arbitrage entre internaliser et aller rechercher une pépite à l'extérieur pour la racheter se fait sur quelle base? En fait, c'est toujours une question de ça nous coûterait combien de faire la même chose et ça nous prendrait combien de temps. Donc on essaie de modéliser ça au maximum, et là on arbitre en fonction de ça, et puis la valo également de la société et les attentes des actionnaires. On est d'accord, c'est Hello Work qui rachète, c'est pas le Telegram, hein, c'est au sein de la structure. Comment vous digérez ces acquisitions? Parce que c'est 300 salariés, c'est beaucoup, mais c'est assez peu à la fois par rapport aux cibles que vous recherchez. Et c'est quoi l'autonomie des gens que vous avez rachetés? Donc effectivement, c'est HelloWork qui rachète. Alors HelloWork est détenu à 100% par le groupe Telegram, mais c'est HelloWork qui rachète. C'est majoritairement des opérations où on est majoritaire, où on a vocation à l'être. Et je dis ça, et en même temps ça c'est le schéma, et puis il s'avère qu'évidemment on déborde un peu du schéma, donc on a des prises de participation minoritaires aussi, sur des plus petites structures. Ta question c'était comment tu faisais pour les intégrer, ah oui, comment on fait pour les et quelle intégrer. autonomie tu leur laissais derrière? Donc l'idée pour nous, c'est pas du tout de racheter des concurrents pour en gros gagner en positionnement, c'est plutôt d'offrir aux dirigeants les moyens de se développer. Donc en fait on mise sur les dirigeants, à chaque fois c'est une rencontre. Le critère peut-être le plus essentiel, c'est que ça fit avec les dirigeants. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on va être amené à se voir souvent pendant les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Et autant que faire se peut, si on peut avoir envie de se rencontrer, de se voir et d'échanger, c'est mieux que si on se fait la gueule. Donc on part de ce principe-là, et puis après il faut que le produit nous intéresse, et donc l'idée c'est de garder les dirigeants et les équipes, et qu'ils puissent se renforcer. Et puis après derrière l'histoire s'écrit ou s'écrira, et il y a d'autres séquences à écrire, mais en tout cas le canevas c'est celui-ci. Et en termes de ciblage de start-up, donc c'est forcément des start-up qui répondent à une attente liée au marché du vertical emploi, annonce que vous traitez? Alors vertical, emploi, non, c'est toujours marrant de dire ça, mais on est en tout cas sur la dimension recrutement. On a aussi des sujets autour des softs, à destination des professionnels des ressources humaines ou des dirigeants, et puis une autre verticale qui est tout l'univers de la formation. Donc on a, nous, une activité que nous avons développée autour de la mise en relation sur la formation continue, avec une plateforme qui s'appelle Ma Formation, et avec lequel on a eu quelques difficultés pendant quelques années, mais là qui est en vraiment plein décollage. Et on vient de racheter une société qui s'appelle Diplomeo, qui l'a positionné sur la formation initiale, et qui, tous les ans, oriente 30% des bacheliers. Donc derrière aussi, ce sont des synergies à créer avec ces sociétés-là. Et donc là, l'onboarding, il est vraiment essentiel, parce qu'il faut garder les dirigeants, mais il faut garder aussi les équipes en mouvement. Et puis surtout, il y a des vrais savoir-faire. L'idée, c'est que ça soit aussi des sociétés qui ont développé des savoir-faire que nous, on n'a pas.
et à l'inverse, que nous puissions mettre à profit aussi, enfin leur permettre d'accéder à des savoir-faire ou des technologies que nous avons développées et qu'ils n'ont pas. Et donc c'est créer des liens entre les collaborateurs, de façon à ce qu'eux-mêmes se mettent en relation. Tout à l'heure, Emmanuel Grenier parlait de stratégie internationale en disant qu'il était exposé à des monstres internationaux comme Amazon, etc. Et que donc du coup, il fallait trouver des moyens de différenciation. Sur l'emploi, on a un peu l'impression que c'est la même chose. Il y a les GAFA qui sont présents, il y a le Bon Coin aussi. C'est quoi la stratégie du coup, d'une part internationale et d'autre part, comment tu réussis à te différencier pour exister face à eux? Alors, sur ce sujet-là, on a pendant des années, enfin, il y a eu Monster, voilà, des gens avec beaucoup de moyens. Ça ne nous a pas empêché de continuer à progresser et à prendre des parts de marché. Effectivement, les GAFA, donc Microsoft est présent avec LinkedIn, Google arrive, mais plutôt en tant que partenaire pour l'instant avec Google for Jobs, sur lequel nous sommes présents. Donc Facebook est aussi sur le sujet de l'emploi, donc il nous manque Amazon et Apple, mais bon, je pense qu'à un moment ils vont y aller aussi. Et le Bon Coin effectivement avec Chipstead. À chaque fois, on voit qu'on est sur des approches, comme je le disais tout à l'heure, qui sont monomarques, monoproduits pour le monde entier. Là où on différencie les approches. Et puis, on a une approche à la fois sur le recrutement et sur la formation. Et l'idée, finale, c'est d'accompagner les professionnels ou les actifs tout au long de leur vie, sur les sujets à la fois de mobilité professionnelle et donc de formation. Pour vous donner un ordre d'idée, nos plateformes réunissent entre 4 et 5 millions de visiteurs uniques Médiamétrie tous les mois. Et c'est un petit peu plus de 120 millions de visites sur l'ensemble de nos plateformes l'année dernière. Tu parlais de formation tout à l'heure. C'est quelle part de ton activité? Parce que la partie visible de l'iceberg, en tout cas pour le grand public, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pour la formation? Sur la formation, là, les deux activités cumulées, on est à plus de 6 millions d'euros et avec une croissance qui est vraiment très forte sur ce pan-là. Et c'est un vrai sujet à la fois d'investissement en interne actuel et puis de croissance externe. Il y a des vrais sujets qui sont pour l'instant pas toujours très bien traités. On n'a pas encore trouvé la start-up, mais notamment sur du micro-learning, à la fois sur des capsules vidéo, des choses comme ça, c'est des vrais sujets qui nous intéressent. Alors, juste comme j'ai pas le relais sur l'écran, Alexandre, il y a des questions derrière du public. Tu penses quoi de la partie IA dans le recrutement et du matching un peu automatique Je croyais que tu voulais me parler de notre superbe victoire de la solitaire du Figaro. Nous avons été associés avec OC Sport au sein du groupe. C'était une géniale aventure où on a peint les voiles à l'arrache et tout. Ça a été à l'arrache absolue. On a gagné. Enfin, une histoire géniale. Bref. L'IA. Beaucoup de bullshit sur l'IA. Objectivement, dans l'emploi, dans le recrutement, nous, on ne fait pas d'IA. Mais par contre, on traite des gros volumes de données et il y a du machine learning sur de la mise en relation. Là, effectivement, il y a des choses à faire. Après, sur l'IA, en tout cas tel que nous on l'entend, l'IA pour l'instant sur l'emploi, ça reste majoritairement de l'ordre de la perspective. Mais cette réalité de l'IA va résoudre les emplois, résoudre les problématiques d'emploi ou autres, on n'y est pas du tout. Et par rapport à d'autres acteurs qui étaient historiques en France, je pense à Pôle emploi, Indeed, etc., qui eux, pour le coup, peuvent avoir des verticaux ou une matière qui arrive naturellement. C'est une vraie concurrence ou c'est pas forcément votre... Alors, Pôle emploi, leur sujet, c'est le chômage. Donc ce sont les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Nous, de notre côté, une majorité des personnes qui sont chez nous sont plutôt des personnes qui sont en poste et qui souhaitent en changer. Même si nous avons évidemment des personnes qui sont à la recherche d'un emploi sur nos plateformes, et c'est très bien comme ça. Donc on est partenaire de Pôle emploi. Donc une partie des offres sont diffusées sur Pôle emploi et inversement. Et une partie des CV d'ailleurs qui sont déposés par les chercheurs d'emploi sur Pôle emploi sont disponibles pour nos recruteurs. Donc on est vraiment sur une dimension partenariale. Donc là, on n'est vraiment pas sur un sujet. Après Indeed, oui, c'est un concurrent international. Qui est présent surtout en Irlande et à Dublin. Mais notre côté, nous, on est en France et l'ensemble de nos collaborateurs sont en France. Vous payez vos impôts en France. Voilà, j'allais le dire. Une question qui est intéressante, les job boards, toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, comment vous réussissez à prendre en compte les soft skills? Alors ça va être encore pour Franck un gros mot de l'après-midi, mais... Alors sur les soft skills, c'est extrêmement compliqué. On a tous les algos, on en parlait tout à l'heure, en tout cas sur le machine learning, mais là peuvent effectivement sur des hard skills, là il y a de la matière, c'est-à-dire qu'en gros comment on va identifier une compétence qui est déclarée, on va la mettre en relation avec une compétence dans une offre d'emploi. Sur les soft skills, basé de l'intelligence autour du j'aime le voyage et j'aime la lecture, c'est quand même super compliqué, sauf à faire de la mise en situation. Mais là on est sur autre chose, donc il y a des startups qui commencent à le faire. Il y a une startup qui s'appelle Goshaba qui fait quelque chose de très bien, notamment avec McDonald's, mais on est un peu sur du spécifique à chaque fois et des choses qui ne sont pas toujours très scalables. Donc pour l'instant, on n'a pas encore vu la killer app sur ce sujet-là. Et puis
en dernier ressort, il y a quelques cabinets de recrutement qui sont présents dans la salle, on reste persuadé que, au final, ça reste une rencontre humaine et que ce soit via un cabinet de recrutement ou directement via un recruteur, la meilleure adéquation entre un candidat et une entreprise ou un candidat et une équipe, c'est un humain qui va quand même le détecter et il sera quand même beaucoup plus fort qu'une machine pendant encore très très longtemps. Un grand merci David. On va pouvoir continuer l'échange pour ceux qui le veulent avec une crêpe avec David juste après.